Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule. Aujourd'hui, une petite capsule pour dépister, comprendre, savoir se protéger de la violence psychologique. On parle beaucoup de violence physique et chacun et chacune d'entre nous se dit que s'il était confronté à ça dans son couple, dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, il saurait dire non et se défendre et bien souvent c'est vrai. Simplement, il n'y a pas que cette forme-là de violence. La violence psychologique, c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux, de beaucoup plus progressif. C'est quelque chose qui est difficile à dépister et qui pour autant peut faire des ravages en termes d'impact sur la santé physique, sur la santé psychique, sur la confiance en soi, sur les relations qu'on peut avoir avec le monde. Quand on est victime de cette violence psychologique, le rapport au monde change. Le monde qui globalement est un endroit quand même avec des relations aux autres plutôt sécurisantes devient quelque chose d'incertain. La violence psychologique, vous pouvez d'abord la repérer. Alors, elle peut exister dans les relations de couple, elle peut exister dans les relations amicales, professionnelles. Elle peut se nicher un peu partout. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément fréquente, mais c'est quelque chose d'important. Il est important de savoir reconnaître en quoi ça consiste, de connaître les techniques souvent utilisées pour rabaisser l'autre, parce que c'est de ça dont il s'agit, pour l'agresseur, pour se sentir fort, pour se sentir puissant, pour pouvoir se dire qu'il est supérieur à sa victime. Cette violence psychologique, la caractéristique, contrairement à la violence physique, c'est qu'elle ne se voit pas. Et du coup, les victimes sont bien souvent poussées à être dans la confusion, à ne pas être trop sûres d'elles, à se dire « je ne sais pas, dans cette relation, je ne me sens pas très bien, mais pour autant, j'arrive pas forcément à savoir ce qui se passe. Je sais que je sors, par exemple, des entrevues ou des rendez-vous un peu pompés, avec une impression de pas d'énergie, et pourtant… peut-être que c'est moi, j'entends souvent ça, peut-être que c'est moi qui suis trop sensible, peut-être que c'est moi qui ne sais pas m'affirmer. Non, pas vraiment. La violence psychologique, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître assez aisément. Vous allez voir, une fois que vous allez avoir les outils, vous allez être beaucoup plus attentif. Alors ça ne veut pas dire que la violence psychologique, c'est la règle générale, mais ça veut dire qu'à partir du moment où vous serez attentif à ça, vous saurez beaucoup plus facilement mettre de justes limites, vous saurez vous défendre et du coup, vous attirerez beaucoup moins les prédateurs éventuels. Souvent, en fait, quand on ne sait pas dépister ça, du coup, on est un peu fragilisé, on pense que la norme dans les relations sociales, c'est la bienveillance, c'est la coopération. Ça existe bien sûr et c'est très important. Malheureusement, les jeux psychologiques dont parlait Eric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle, ces jeux qui n'ont rien de drôle et qui poussent à avoir des relations déséquilibrées, des relations où il y a des jeux de pouvoir, des enjeux assez désagréables, pour lui, c'est plutôt la règle générale. D'où l'intérêt pour nous tous de savoir d'abord, la première chose, c'est d'écouter ce qu'il y a dans votre corps. C'est d'écouter au cours des entrevues, des relations que vous avez, comment vous vous sentez. C'est de comparer avant et après, avant de rencontrer cette personne, quelle image j'ai de moi-même, quelle confiance en moi j'ai, quelle qualité je me reconnais, et ensuite, après avoir vu cette personne, comment est-ce que je me sens. Alors aujourd'hui, on va parler plus exactement des techniques, des façons de faire qui constituent de la violence psychologique et qu'on ne voit pas toujours. L'une des premières façons de faire, c'est le doute. La personne, elle ne va jamais vous dire que ce que vous dites est bête ou que ce que vous dites n'est pas intéressant ou qu'elle a raison. Non, elle va procéder de façon beaucoup plus subtile en insistant et en vous posant des questions, non pas pour réfléchir avec vous ou négocier, mais pour vous faire douter en vous disant « tu es sûr? Mais tu es vraiment sûr ?» en répétant de façon insistante ce genre de choses. C'est une personne qui systématiquement, quand vous lui rapportez par exemple que vous avez eu un conflit avec telle et telle personne,
Elle va essayer de vous montrer en quoi, finalement, il y a peut-être des raisons de douter, que peut-être la personne qui vous a fait du mal, elle était dans son bon droit. Elle ne dit pas ouvertement qu'elle vous donne tort, mais la façon de pratiquer ce doute systématique va faire qu'en fait, elle vous envoie le message. Si on décryptait avec un outil, ça dirait en fait, tu as tort, ce que tu crois est faux, moi j'ai raison, et tu te positionnes mal dans tes relations. Ce petit doute, c'est un peu comme l'eau sur la pierre. Les premières gouttes ne font pas beaucoup de mal, mais par contre, si l'eau est persistante et revient systématiquement sur la pierre, elle va finir par l'éroder. Ces doutes systématiques vous fragilisent. Autre technique utilisée, c'est la caricature. Par exemple, vous parlez de quelque chose qui vous tient à cœur ou vous vous plaignez de quelque chose et votre interlocuteur va grossir le trait pour se moquer de vous. Alors ça se veut être de l'humour. En réalité, c'est une attaque déguisée. C'est une façon de se moquer de façon pas très agréable de vous et surtout de vous faire douter. C'est une façon de dévaloriser ce qui vient de vous. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais il y a des fois on peut faire de l'humour et grossir un peu le trait. Oui, mais comment est-ce qu'on reconnaît l'humour bienveillant, sympathique, où on rit de soi, on rit des autres, à de la violence psychologique et à l'humiliation? Tout simplement parce que quand vous allez manifester du mal-être, et peut-être le dire à la personne, dire que ça vous touche, qu'elle se moque de vos propos, la personne qui n'est absolument pas dans la violence va le reconnaître, va s'excuser et va s'arrêter. On peut tous être un peu maladroits dans nos rapports avec les autres, on peut tous avoir des propos qui dépassent notre pensée, ou on peut toucher des failles chez l'autre sans l'avoir voulu, de façon vraiment innocente. Mais à partir du moment où la personne, vous lui dites « ça me fait de la peine, ça me fait souffrir, je ne me sens pas bien », si elle n'exerce pas de violence psychologique à votre rencontre, elle va en tenir compte tout de suite, elle va s'excuser et elle ne va pas recommencer. En cas de violence psychologique, vous verrez que c'est récurrent, que ça revient. Alors bien sûr, on a déjà vu dans d'autres vidéos que pour vous faire rester, cette personne, elle ne va pas faire de la violence psychologique la plupart du temps, tout le temps. Encore que, quand le harcèlement devient très visible et généralisé, la violence psychologique peut être omniprésente. Une autre technique pour vous faire vous sentir mal, on en a déjà un petit peu parlé, c'est l'écoute aversive. L'écoute aversive, c'est regarder ailleurs quand vous parlez, montrer inconsciemment que ce que vous dites, alors c'est subtil, hein, n'est pas intéressant, n'intéresse pas cette personne. Et vous allez voir que progressivement, vous allez douter de ce que vous dites et vous allez vous sentir inintéressant. Et du coup, cette personne-là, elle, va se sentir supérieure. Une autre façon de prendre le pouvoir sur l'autre, c'est les gens qui vous disent qu'ils savent mieux pour vous que vous-même, ce que vous savez sur vous. C'est le fait de savoir pour l'autre, de savoir sur l'autre. C'est quelqu'un, par exemple, qui va analyser votre comportement, le psychologiser en mettant des étiquettes, en donnant des explications, souvent sauvages, parce que ce ne sont pas des spécialistes de la santé mentale. Et quand bien même ce serait un spécialiste de la santé mentale, de quel droit pose-t-il un diagnostic alors que vous ne lui avez rien demandé? C'est par exemple la personne qui, alors que vous êtes très content d'avoir fait un petit régime, vous vous sentez super bien, va vous dire au fait, t'as pas souffert d'anorexie mentale dans ton enfance? Elle sait que ça n'est pas le cas, ou peut-être que c'était le cas, mais peu importe. Mais c'est une façon de dévaluer vos efforts et de semer le doute dans votre tête. De vous dire, peut-être que j'ai trop maigri, peut-être que c'est un peu excessif ce que je fais. Et ce faisant, en introduisant un mini doute, elle va vous affaiblir. Une autre technique utilisée, c'est la projection. Cette personne va vous accuser de ce qu'elle fait elle. Elle va projeter sur vous. Et vous allez voir que c'est souvent bien difficile de lui faire entendre raison. Si c'est quelqu'un de bienveillant, cette personne va se rendre compte de ce qu'elle fait, va s'arrêter, va s'excuser et va dire « Écoute, excuse-moi, en fait, je parlais de moi et je l'ai mis chez toi, mais en fait, ça m'appartient à moi. »
Bien évidemment, la projection, c'est un mécanisme de défense qui permet de se dégager de ce qui nous encombre à l'intérieur de nous, de ce qu'on ne veut pas voir chez l'autre. L'autre est considéré comme une poubelle psychique. Et là, en faisant de la projection, c'est ce à quoi vous servez pour cette personne. Une autre technique utilisée, alors bien sûr, les personnes qui exercent des violences psychologiques ne sont pas allées dans une école spéciale pour apprendre à faire du mal. Simplement, ils ont une façon intuitive d'utiliser toutes ces techniques manipulatoires de façon à ce que l'autre se sente pas bien, de façon à coincer l'autre, de façon à le rendre impuissant. On peut poser l'hypothèse que même, tout au fond d'eux, se sentent terriblement nuls, terriblement impuissants, et en fait, ils veulent vous faire porter ce poids-là. Ils utilisent la relation pour se décharger de ce qui est malodorant chez eux psychiquement. Et c'est bien sûr injuste. Une autre technique, c'est le double lien. C'est une façon de vous enfermer dans quelque chose d'impossible. Alors, c'est l'école de Palo Alto qui l'a mise à jour il y a un certain nombre d'années. C'est le fait de vous imposer de faire deux choses qui sont contradictoires. C'est par exemple la femme qui dit à son mari « Ah mon chéri, je voudrais que tu m'offres des fleurs spontanément. » Le fait de lui demander, ça fait que bien évidemment, c'est plus spontané. Elle enferme la personne, c'est la personne qui vous dit par exemple tu n'es pas assez libre dans ta vie, je te demande de faire preuve d'une vraie liberté. Ben oui, mais si elle vous le demande, comment vous pouvez vraiment être libre? Ça enferme dans quelque chose qui rend littéralement fou, parce que quoi que vous fassiez, vous avez tort. Et du coup, vous vous sentez terriblement impuissant et confus. Et cette confusion, quand on est dans la confusion, qu'est-ce qui se passe? On s'en remet à l'autre. On le gratifie d'une connaissance supérieure à celle qu'il a. On ne réfléchit plus, on ne sent plus les choses avec son cœur, avec son intuition. On est juste en train d'être pieds et poings liés dans la relation et c'est l'autre qui va prendre le pouvoir. Une autre petite technique, mais qui fait beaucoup de dégâts, vous avez peut-être remarqué dans ce type de relation, quand vous êtes particulièrement heureux, joyeux, vous venez d'avoir une promotion, un examen ou autre chose, je ne sais pas, cette personne va s'arranger pour casser votre joie, pour la dévaloriser, pour la dévaluer, pour vous dire oui, c'est bien que tu aies eu ce diplôme, mais bon, quel débouché y a-t-il? Ah, cette promotion, elle est super intéressante, mais c'est pas toi qui m'avais dit que tu ne voyais déjà pas assez tes enfants? Alors, si vous reprenez cette personne, elle vous dira « mais je ne parle que pour ton bien ». Rappelez-vous toujours que vous devez, c'est vous qui autorisez l'autre ou pas à parler de vous ou sur vous. Si vous ne sollicitez pas de conseils, vous pouvez la remercier platement et lui dire « écoute, je te remercie. Pour l'instant, je veux profiter pleinement de ma joie. Si j'ai des conseils à te demander, je le ferai par la suite. » Parce que du coup, vous vous désenfermez et vous vous rendez plus libre dans cette relation. Une autre façon de faire, c'est de créer ce qu'on appelle la réciprocité contrainte. Qu'est-ce que c'est la réciprocité contrainte? C'est quelqu'un qui va vous rendre des services très importants, souvent au début de la relation, des services que cette personne considère comme importants, que vous n'avez pas forcément sollicités. C'est la personne qui va vous apporter tous les jours au bureau un petit dessert, un petit croissant, et qui du coup, quelques semaines ou quelques mois plus tard, va vous dire un vendredi soir, écoute, je dois partir en week-end, là j'ai un truc vraiment urgent à faire, il n'y a qu'à toi que je peux demander ça. Et si vous lui dites quelque chose en disant, écoute, moi je voulais aussi partir assez tôt, je n'aurai pas le temps de le faire, elle va vous dire, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, moi, tous les jours, je pense à toi, je t'apporte des choses et c'est comme ça que tu me remercies. Et c'est comme ça que vous verrez qu'en fait, ce qui se voulait être un don, une gratuité, vous n'avez rien demandé, ne l'était pas. Et que la personne, vous allez vous rendre compte que souvent, elle va vous donner des choses qu'elle a décidé de l'ampleur de ces choses, de leur importance. Mais par contre, le retour qu'elle va vous demander, c'est elle qui fixe quand, comment et son ampleur. Et vous verrez que souvent, le service qu'elle vous demande est bien plus important. C'est par exemple quelqu'un à qui vous aura dépanné de 20 € pour manger au restaurant administratif le midi.
et qui un jour va vous dire écoute, je suis très, très coincée pour payer mes impôts cette année, est-ce que tu pourrais me prêter 1 000 €? Et vous allez lui dire non, je peux pas. Et elle vous dira mais enfin, moi, quand tu as eu besoin d'argent, je t'ai prêté cette somme. Et elle oubliera de rappeler que c'était 20 € et qu'elle vous demande 1 000 € et qu'il n'y a pas de proportion entre les deux. Une dernière technique qui n'est pas des moindres, qui se voit plutôt en matière de couple et qui est quelque chose de terrible en termes de violence psychologique, c'est ce qu'on appelle le viol par emprise. Alors, souvent, c'est le fait que le compagnon ou la compagne est extrêmement insistant pour avoir des rapports sexuels et va utiliser des techniques comme le chantage, l'humiliation, la peur pour arriver à ses fins. Et souvent, la victime, elle n'en peut plus parce qu'elle est sollicitée tout le temps, parce que ça lui donne une mauvaise image d'elle-même. Si elle n'a pas cette libido-là, à ce moment-là, elle va entendre, par exemple, qu'elle est coincée de ce côté-là. La personne va la mettre en cause, va mettre en cause son équilibre psychique, va la menacer d'aller voir ailleurs. Et bien sûr, ça crée une immense pression chez la personne qui subit ça, qui risque d'accepter, mais ce faisant, d'être transformée en objet, puisqu'on n'est plus du tout dans une sexualité de partage, de plaisir, d'amour, mais bien dans l'objectivation de l'autre. Voilà donc cette petite vidéo qui sera complétée par la suite par d'autres éléments pour commencer, pour vous aider à dépister la violence psychologique qui peut se présenter de façon anodine comme de façon beaucoup plus importante. En tous les cas, toutes ces techniques font des dégâts. Il faut savoir les repérer pour ne pas rentrer dans ces jeux psychologiques. Il faut bien se connaître, il faut bien connaître ses failles, les zones qu'on doit protéger de soi-même pour pouvoir ne pas prendre ces étiquetages sur nous, ne pas prendre ces propos, en laisser la paternité à l'autre et soit rester relativement indifférent, ne pas rentrer dans ce jeu-là. Voilà cette petite vidéo qui est terminée pour aujourd'hui. Je vous propose de mettre des commentaires pour enrichir cette chaîne, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, de partager parce que ça peut peut-être être utile à des gens de votre entourage, pardon, je bafouille. Et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.